Vu qu'on a fait un immense truc, le 14 juin, on se dit on va rien lâcher et puis maintenant il faut rebondir sur chaque chose du quotidien en fait. Bienvenue dans Décharge, ton podcast de conversation autour des déclics féministes. Je m'appelle Sarah et à mon micro, des personnes se racontent au cours de discussions intimes et libres. Dans ce 16e épisode, je discute avec Vanessa. Le 14 juin 2019, grâce à elle et plein d'autres personnes, on était plus de 500 000 dans les rues pour la grève féministe suisse, à crier notre rage face au système. Depuis, Vanessa a lancé Tea Room, un projet militant événementiel de rencontres et interviews live. Comme quoi, l'engagement ne s'arrête pas à la grève et continuera tant qu'il le faudra. Et bon, je pense spoiler personne, mais c'est encore et toujours le cas. Avec Vanessa, on parle d'hypersensibilité, de pourquoi c'est important d'avoir des modèles qui ont fait bouger les lignes et de ce que le militantisme fait au quotidien. Bonne écoute! Je suis trop contente de faire ça avec toi aujourd'hui parce que c'est la première fois depuis longtemps que je refais un épisode enregistré en live visuellement avec mon invité en face de moi, qui ne soit pas quelqu'un avec qui j'habite, comme Michael de l'épisode 12, sauf erreur. Et du coup, je suis très contente d'être là aujourd'hui avec toi, Vanessa. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Vanessa, je suis graphiste, j'ai fait des études en communication visuelle et l'année passée, je me suis engagée dans le collectif de la grève des femmes à Fribourg. Donc ça a été une expérience assez spéciale pour moi. Et depuis le début de cette année, j'ai lancé le projet Tea Room. Donc c'est un projet événementiel, une série d'événements qui a lieu quand il n'y a pas le Covid, 4 fois par an. Et ça a lieu au Nouveau Monde à Fribourg, au centre culturel. Donc j'ai fait une première édition tout début 2020. Et maintenant, j'attends de pouvoir faire les prochaines. Ok. Et c'est quoi le principe de Tea Room ? Parce que moi, j'ai eu la chance du coup d'assister à l'événement, mais pour les personnes qui n'étaient pas par là, en quoi ça consiste, Tea Room ? On boit du thé ? Oui, on boit du thé. Donc, c'est un événement qui a lieu, comme j'ai dit avant, 4 fois par année. C'est toujours un dimanche après-midi, comme un bon vieux tea time. Et l'événement a 2 parties. Donc, la première partie, j'accueille toujours une invitée qui a un parcours extraordinaire, qui a réalisé quelque chose d'extraordinaire, qui est une précurseuse. Pour la première édition, c'était Odette Vetter, première femme coureuse du Mora Fribourg, de la course du Mora Fribourg, lorsqu'elle était encore réservée aux hommes. Comme la moitié de cette société. Enfin, la moitié. Je suis gentille encore, ça trash dès le début. Oui, mais c'est très bien. Donc voilà, en première partie, il y a toujours une femme qui vient nous parler de son parcours de vie. Et en deuxième partie, il y a toujours une demi-heure de performance où là, on accueille une femme artiste. Donc ça peut être un concert, ça peut être un bout de pièce de théâtre, un sketch. Voilà, donc ça va aussi être très divers. Waouh, c'est un peu le suspense. Ça, je savais pas, tu vois, par exemple, comme quoi. Ah, j'avais voilà. beau être présente. Mais j'ai une question quand tu dis femme, est-ce que par là, t'entends pas mexis ? Pas mexis. Ok. Oui, j'ai envie de faire émerger des histoires qu'on ne connaît pas, des histoires qu'on n'entend pas. Par exemple, si je prends Odette Vetter, je l'ai invitée parce que j'avais vu un petit reportage sur elle qui a été fait dans Le Temps, du fait qu'elle est venue courir le Mora Fribourg quand c'était interdit aux femmes. Et on la voit se disputer avec le directeur de la course, mais quand même la courir et finir cette course haut la main. Le Temps a fait ce reportage sur cette réalisation, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment elle a fait jusque-là, en fait. C'est de connaître son parcours depuis son enfance, son adolescence, qu'est-ce qu'elle a vécu déjà pour vouloir s'inscrire à cette course, qu'est-ce qu'elle a vécu pour oser le faire. Et ça me semble même presque plus important que la réalisation en soi.
En fait, au final, la question, c'est un peu comment est-ce qu'à un moment, elle devient... Le seul mot qui me vient là, c'est disruptive. C'est comment est-ce que elle choisit de ne pas faire ce qu'on lui demande, soit rester sur le bord à applaudir. C'est exactement ça. C'est de savoir comment elle a ressenti aussi le fait de vouloir faire ça. Qu'est-ce qui l'a amené à le faire et quels ont été les moyens pour l'accomplir. Parce que y a beaucoup de personnes qui veulent peut-être réaliser des choses, mais qui ne le peuvent pas. Et ouais, voilà. Et est-ce que pour toi, parce que tu parles de Tiroum, là, donc ton projet événementiel, mais tu as mentionné au tout début dans ta présentation qu'avant ça, tu as milité dans la grève féministe. Donc il y a eu en Suisse le 14 juin dernier, il y a bientôt une année. Et tu penses que ça, pour toi, c'était ta manière d'être disruptive ? De faire partie du collectif ? Ouais, je sais pas, hein, je pose ça là. Alors, un grand oui. Donc, avant de m'engager dans le collectif de la grève, les questions féministes me taraudaient un peu l'esprit, je dirais. Mais je ne m'étais jamais engagée de manière militante dans quoi que ce soit. Et puis, le collectif, ça a été vraiment ma première expérience militante. Enfin, ça a vraiment fait un grand changement en moi, déjà. Comment ça s'est passé ? Comment est-ce que tu t'es dit « Ok, c'est déjà dans ma tête, mais en fait, je vais faire partie d'un collectif pour organiser une grève nationale ?» Parce que ça reste ça, la finalité, c'est que tu es passé de... Là, en tout cas, de ce que tu as l'air d'expliquer, de le vivre de manière individuelle, en fait, à quelque chose de plus public. Alors, je dirais que mon éducation féministe, je vais appeler ça comme ça, bon, elle a été là depuis un moment. J'arrive pas à dire dès quel âge je m'y suis intéressée. C'est quand même quelque chose auquel je m'intéressais. Mais il y a quelques années, quand il y a eu ce boom de podcasts féministes, j'ai en fait commencé à écouter tous ces podcasts de manière très fréquente pendant que je travaillais. Voilà, le graphisme, ça se travaille avec ses mains et ses yeux, donc je pouvais mettre ce que je voulais dans mes oreilles, et c'est ça qui était principalement là. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce que j'avais dans les oreilles, ça m'intéressait beaucoup plus que des problèmes de mise en page et de choix de typo. Et en fait, j'ai quitté un travail que j'avais fin 2018, et je me suis mise à 100% indépendante dans le graphisme, ce qui m'a libérée du coup quand même quelques jours par semaine pour faire ce que je voulais à côté de mes mandats. T'es dans 100% Ouais. Quand même. Je tiens quand même à mettre un petit point là. Mais certes. Et puis, fin 2018, j'ai vu qu'il y avait un événement, justement une rencontre pour parler de la grève des femmes. Donc moi, jusqu'à là, j'avais pas du tout vu ce que c'était. Enfin, en 2018, on n'en parlait pas encore, presque pas, même du tout. Enfin voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. Et je me suis pointée du coup à cette réunion qui était dans une toute petite salle au SSP à Fribourg. Et là, il y avait une quinzaine de femmes qui préparaient justement ce 14 juin 2019. Et comme je comprenais pas grand-chose à ce qui se tramait, parce que j'avais pas du tout été là depuis le début de la préparation, et à la fin de la réunion, il y avait ce tour de table où chacune disait quelle contribution elle pourrait amener à l'organisation ou pas. Enfin voilà. Et là, j'ai dit que j'étais graphiste et que voilà, s'il y avait besoin de quelque chose pour la communication, je voulais bien aider. Voilà, donc c'est comme ça que ça a un peu commencé. Et finalement, d'un point de vue professionnel, ça m'intéresse aussi de savoir comment est-ce qu'on va faire passer ces messages. J'ai vu qu'il y avait un manifeste avec 19 points, ce qui n'est pas rien. On n'a pas juste une revendication, il y en a 19. Donc comment déjà faire comprendre à tout le monde quelles sont ces revendications, comment les expliquer. Donc ça, c'était aussi un travail de communication, finalement. Et en fait, j'ai été happée par cette préparation, finalement, parce qu'on se revoyait, du coup, presque toutes les semaines. On avait ces réunions. Après, il y avait des groupes qui organisaient le 14 juin, d'autres groupes qui étaient un peu plus satellites et puis qui s'occupaient d'autres problématiques.
Et moi, j'aime bien faire les choses à fond, donc c'est vrai que je me suis dit, bon, là, j'ai du temps. J'avais quand même un confort financier pour quelques mois, parce que quand on veut devenir 100% indépendante, on essaye d'avoir quand même 2-3 réserves. Et je me suis dit, en fait, je vais juste m'autoriser à faire ça à fond. Et après, j'ai plus été que la graphiste du collectif, mais j'ai commencé le compte Instagram où là, il y avait énormément d'échanges, en fait, où il y a toute une communauté presque qui s'est formée. Donc là, c'était aussi hyper cool de voir ça. Et j'ai fini aussi dans le groupe de la programmation du 14 juin à Fribourg. Parce que entre les moments militants nationaux, on avait toute une programmation justement de femmes artistes. On a fait un appel à projet où toutes les femmes artistes pouvaient s'inscrire et on a toutes réussi à les caser pour cette journée du 14 juin. Et puis aussi sur le terme de grève des femmes, je sais qu'après ça s'est rajouté grève féministe et moi un peu tout le long, j'avoue que j'y ai été présente, c'est clair, parce que je vois pas comment faire autrement pour être un humain cool que de se battre pour des droits assez basiques. Mais par contre, je sais que déjà que beaucoup de médias se sont arrêtés là-dessus, en ont fait quelque chose de clivant, mais aussi à l'inverse que je trouve encore maintenant que c'est pas le terme le plus inclusif comparé à grève féministe. Alors oui, il y a eu l'astérisque et autres, mais que souvent, ça m'a toujours fait un peu peur, ça, dans la grève. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou même ce que tu en penses. Oui, je vois totalement. Il y a eu, je sais, beaucoup de débats par rapport au nom de la grève. Je crois qu'il a été décidé au sein de la coordination romande qui a un peu chapeauté le tout. En fait, je pense qu'il y avait besoin des deux termes en 2019. Peut-être que la prochaine, il n'y aura plus besoin de deux noms. Premièrement, il y avait je crois, l'idée de reprendre le terme grève des femmes parce qu'il y avait eu une première grève des femmes et que ça avait été appelé comme ça en 1991. Et pour rendre hommage aux militantes de 1991, je pense qu'il y a ce nom qui a voulu être gardé, avec en effet l'astérisque qui s'est ajouté, mais qui n'a, pour moi, pas vraiment été expliqué de manière très claire. Heureusement, dans les revendications, on comprenait que c'était très inclusif, mais comme ça, disons que c'était moins bien compris. Ensuite, le grand challenge, je dirais, de cette grève, c'était que ça parle à toutes les femmes. Et bien sûr que le mot féministe ne parle pas à toutes les femmes. Donc je pense que là, c'était aussi peut-être un peu stratégique pour dire, en fait, on veut le plus de femmes possible pour cette grève. C'était le but premier quand même. Pas toutes les femmes se retrouvaient dans le terme féministe. Et du coup, je pense qu'il a fallu y avoir ces deux noms, quoi. Tu penses que ça changerait maintenant ? Justement, tu parles de la possibilité d'une nouvelle grève. Enfin, j'imagine bien que ça va continuer parce que, franchement, une année après, presque, il y a encore du boulot. Ça, on est assez d'accord, j'imagine. Mais tu penses que ça changerait maintenant ? Que pour plus de personnes, ça fait sens de parler de féminisme ? Alors, je pense que oui. Je pense que le mot féministe, féminisme se sont un peu démocratisés, je dirais, une année après. Bon, il y a déjà tout un pinkwashing où, du coup, on voit ce mot partout. Je ne suis pas du tout pour ça, mais je veux dire dans le sens que c'est un mot qu'on voit maintenant, qu'avant, on ne voyait pas. L'année passée, quand je parlais de féministe, je me faisais reprendre par des personnes, quoi. Cette année, si je dis ça, je crois qu'il n'y a plus personne qui va me dire que c'est extrême, en tout cas dans mon entourage. Que tu es une dangereuse. Voilà, que je suis une hystérique, etc. Yes, on adore tous les siècles d'antan qui ont encore de l'influence aujourd'hui, youpi. C'est ça, mais j'ai l'impression que quand même le mot passe mieux une année après. Il a été vu et revu. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut voir ce mot pour qu'il se banalise, entre guillemets. Et toi, tu penses que c'est quand que tu t'es dit féministe ou que tu te l'es approprié ? Je sais que j'ai toujours été sensible à la cause féministe. Je pense que je connaissais pas forcément ces mots. J'avais pas tous les mots de vocabulaire pour dire clairement je suis féministe, etc.
Mais je sais que, par exemple, j'ai toujours questionné ma place. Aussi dans mes relations, j'ai toujours questionné ma place. Ma première histoire amoureuse, ouais, je me rappelle clairement que je m'étais disputée avec ce copain en disant que non, moi je voulais faire carrière et que je voulais pas garder les enfants à la maison. Ah, parce que pour lui, c'était clair que c'était comme ça. Je pense qu'il a changé entre-temps, je l'espère. Mais je me On te rappelle salue d'ailleurs. Ou imagine. Et il est là aujourd'hui, il va arriver. Big up à toi. Non, mais ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Je crois que j'avais 16-17 ans. Donc je me rappelle mais très très clairement de cette dispute, entre guillemets. Et après, ouais, je sais pas, je lisais quand même pas mal de trucs qui tournaient autour de ça, mais je pense qu'avant justement ces podcasts féministes d'il y a quelques années, je me voyais pas comme une féministe. Enfin, j'avais pas ce vocabulaire en fait, finalement. Comment est-ce que tu es tombée du coup sur ces podcasts? Tu penses que c'était par des cercles de proches du coup militants, ou comment du coup est-ce qu'il y a eu l'accès en fait à ces connaissances estampillées féministes, tu vois ce que je veux dire? L'accès à quelqu'un qui te dit en fait bah il y a effectivement tes ressentis d'injustice, d'oppression, que un mec cis qui te dit que tu vas rester derrière une cuisinière, et ben en fait tu l'emmerdes et c'est tout à fait logique. Et n'importe qui te dirait ça, en fait, tu l'emmerdes. Mais comment tu as eu l'accès à ces mots, en fait? C'est mon meilleur ami qui m'a suggéré un podcast qui s'appelle Transfert, à la base. C'est des personnes qui racontent des trucs assez fous qui leur sont arrivés. Donc, c'était pas forcément féministe. Là, c'était juste vraiment des histoires assez folles. Et c'est comme ça que je me suis mise au podcast, parce que je sais que dans les pays plutôt anglophones, c'est un médium qui est là depuis longtemps, et les gens ils sont assez friands de ces médias-là. En francophonie, un peu moins. En tout cas, dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de monde qui écoutait des podcasts. Et j'ai commencé par Transfert, et ensuite, je crois que j'ai eu vraiment des suggestions de podcasts. Et là, je suis tombée sur La Poudre, Les couilles sur la table, et ça m'a fait vriller complètement, quoi. Je me rappelle que je suis surtout fan de La Poudre, et d'écouter ces parcours de femmes où je me retrouvais dans des choses qu'elles disaient, etc. C'est ça qui m'a fait vraiment prendre conscience de l'enjeu qui était en train de se jouer. Et je crois que j'ai été sensible à ce changement social, et je me suis dit, mais en fait, maintenant, il faut passer à l'action. Je crois que j'ai eu justement ces quelques années où j'ai vraiment mangé tous ces podcasts, je les ai dévorés, et ensuite, il a fallu passer à l'action. Du coup, avant l'engagement collectif, enfin au sein d'un collectif, en l'occurrence là, la grève de l'an dernier, est-ce que tu penses que ça avait déjà eu un impact sur toi? Tu voyais déjà des changements? Ou est-ce que c'est là que ça a pris plus de place? Alors, je me souviens que c'est des discussions que j'amenais beaucoup avec mes amis. Et j'ai commencé vraiment à demander à toutes mes copines ce qu'elles pensaient de cette thématique-là, est-ce qu'elles se retrouvaient, je ne sais pas, dans la problématique de la charge mentale, est-ce qu'elles se retrouvaient dans d'autres problématiques, que ce soit dans la sexualité, dans le développement de soi, du rapport à soi et à son corps. Et c'est des sujets qui sont devenus... Qui étaient des sujets qui devenaient importants pour toi? Qui devenaient importants. Et je me rappelle que toutes les amies que je voyais, j'amenais ça sur la table, en fait. Et il y en a qui étaient plus sensibles, d'autres moins. Et puis, en fait, petit à petit, on arrivait à mettre des mots sur ce qu'on se disait. Mais le plus grand changement, il s'est quand même opéré quand je suis entrée dans le collectif, j'ai l'impression. Ça avait aussi une autre force, parce qu'avant, c'était... je voyais une copine, j'en parlais avec elle, après j'en voyais une autre. Et là, c'était tout à coup un gros collectif et beaucoup de femmes qui se mettaient ensemble. Et ça, c'est aussi une énergie qui est très différente et beaucoup plus puissante, en fait. J'ai une question juste sur la terminologie, où là, je viens de me poser la question à moi-même. C'est que tu dis que tu en parlais à des copines. Tu as l'impression que c'était quelque chose de genré dans ce que tu partageais? Tu penses que d'une manière ou d'une autre, tu avais un peu peur de comment ça allait être reçu par des personnes assignées hommes ou... Non, je crois que j'en parlais un peu avec tout le monde quand même. Mais j'ai surtout des amies femmes, donc j'en parlais plus avec elles. Mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que quand tu as dit ça, je me suis dit, ah tiens, à qui j'ai parlé de féminisme en premier?
Vraiment. Et puis, c'est intéressant cette question Oui, c'est vrai. que tu aies des potes meufs ou cis meufs, ou enfin, j'en sais rien, tu vois. Quelle catégorie elle coche, ou j'en sais rien quoi. Mais toujours est-il que, n'empêche, dans les amitiés, etc., c'est souvent ce qu'on retrouve. Enfin, là, je vais sortir la casquette sociaux, mais si on ressort des notions, en fait, il y a un truc qui s'appelle l'homosocialité, qui fait qu'en fait, souvent, les personnes assignées au même sexe, au même genre, en tout cas, ou du moins identifiées à ça, biologiquement ou non, peu importe, vont traîner ensemble. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve souvent avec des personnes dans notre entourage qui sont du coup du même sexe ou genre, et que les autres personnes, souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On les attribue à la conquête amoureuse. Yes, les débuts d'Hétéroland, Ouais. etc. Mais c'est pour ça que je te pose ces questions, parce qu'en fait, souvent, c'est ça. J'ai l'impression. Là, si je réfléchis vite fait à mes potes ou à moi-même, j'ai longtemps eu beaucoup de potes en tout cas assignées femmes. Enfin, c'est une réflexion que je me fais là comme ça, c'est que en fait, pourquoi on pourrait pas en parler même à des éventuelles conquêtes amoureuses, peu importe leur assignation, tu vois. Alors ça, j'ai aussi essayé, mais ça passait moins. C'est vrai, tu constatais ça dans tes relations amoureuses ? Oui, parce que, par exemple, je reparlais avec des personnes avec qui j'ai eu des relations et je voyais que ça coinçait. Et en fait, le fait que ça coince, ça me renvoyait vraiment à la gueule de ce qui n'a pas pu marcher avec cette personne. Jusqu'à ce moment-là, j'arrivais pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui n'a pas marché. Le fait de se mettre dans cette réflexion avec des lunettes féministes, en fait, ça donnait tellement de réponses. Et non seulement sur les relations, mais même sur des relations professionnelles qui s'étaient super mal passées. Et là, j'arrivais à dire « Ah bah oui, mais ça, c'était du sexisme. » Et avant, ce mot, il n'était pas utilisé. Et il ne pouvait pas expliquer ce qui s'était passé dans telle ou telle situation. Et c'est ça qui a commencé aussi à se passer avec toutes mes potes, avec qui j'en parlais, etc. C'était que tout à coup, même des copines avec qui j'ai peut-être moins en commun, mais qui me parlaient justement d'une situation au travail, j'arrivais à dire « Ah bah oui, mais en fait, ce comportement-là, il est misogyne. Ah, c'est du sexisme. Ah, c'est... » Et pas seulement « Ok, c'est du mobbing » ou comme ça. Non, c'est plus spécifique, quoi. Ouais, en fait, à préciser que déjà la situation ne convient pas. Déjà, reconnaître, oui, c'est pas OK. Et ensuite, pourquoi ? En fait, ça affine la lecture, en quelque sorte, j'ai l'impression. Ça affine, puis ça donne tellement de pistes. Jusque-là, tu subis des trucs, et tout d'un coup, le fait de pouvoir nommer ça, et ça, on le voit pour tout type de discrimination, le fait de pouvoir nommer ce qui arrive, t'es plus dans la personne qui subit, t'es dans la personne qui comprend, qui arrive à analyser et qui arrive à devenir objective, en fait. Parce que tant que tu comprends pas ce qui t'arrive, t'es dans la souffrance, quoi. Enfin, t'es touché, tu sais pas comment vraiment réagir. Et là, finalement, de pouvoir nommer tel comportement, voilà, ça te fait un dézoom, un recul voilà, sur l'histoire. Je pense que ça donne une autre perspective sur la réalité et le monde dans lequel on vit, en fait, juste. C'est d'autres clés, en quelque sorte. Après, là, quand tu as dit objectif, d'un coup, j'ai bugué parce que je me suis dit, mais est-ce que l'objectivité existe vraiment ou est-ce qu'on voit toujours à travers son expérience ? Enfin, bref, mais tu as l'impression que de partager ça et d'avoir à un moment j'ai envie de dire, communauté autour, en tout cas, de la grève et du collectif, tu penses que ça a joué un rôle pour après lancer ton projet solo ? Alors oui, parce que Tea Room, j'avais cette idée déjà en tête avant de me lancer dans le collectif. Par tous ces podcasts, toutes ces lectures que je faisais, j'avais bien envie de créer des rencontres où on puisse discuter de tout ça. Ensuite, je me suis engagée dans la grève, donc j'avais plus du tout eu le temps de penser à ça. Enfin, c'était beaucoup trop intense. Mais après le 14 juin 2019, quand j'ai vu à quel point ça avait fait un immense boom, quoi, cette grève, je me suis dit non, mais j'ai bien envie de continuer. Et surtout, par le fait d'avoir programmé toutes ces artistes à Fribourg, j'ai eu envie de continuer, en fait. D'ailleurs, j'en ai parlé au centre culturel, je
je pense 1 semaine après la grève ou 2 semaines après. Pas le temps de niaiser, quoi. Tu Pas le prends temps. même pas 2 semaines pour te reposer. Enfin, j'imagine que ça t'a pris... D'ailleurs, tu l'as dit, hein, t'as libéré du temps, même sur ton activité indépendante, etc. Mais enfin, comment tu te sentais après la grève? D'abord, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser que c'était fait. Je pense que même le jour même, je crois que je réalisais pas qu'on y était. Parce que ça a été 6 mois de préparation, mais tellement intense. Bon, ça a été juste magique, quoi. Ça a été un truc de malade. Mais après, je me suis sentie, je sais pas, bon, vraiment comme si j'avais fait 5 nouvel an de suite. Et il a fallu se reposer. Je me rappelle qu'avec le collectif, on a pris 10 jours vraiment pour se reposer et on s'est pas revus. Et ensuite, quand on s'est revus, on a dit OK, là, on a fait un truc grandiose et on avait encore beaucoup d'énergie, quoi. Peut-être pas physique, mais on s'est dit non, on va rien lâcher. En fait, on a marqué l'histoire. On a petit à petit repris à la rentrée et là, j'ai quand même senti que mon énergie, elle baissait et que je pourrais plus du tout m'engager comme les 6 mois que j'avais passés pour le 14 juin. Enfin, ça s'est traduit un petit peu quand même en burn-out militant, où j'arrivais plus tout d'un coup à aller aux réunions, ou bien je gérais la page Instagram, j'arrivais plus non plus à le faire parce qu'il y avait beaucoup trop à gérer. Alors j'ai pris quand même des temps de pause et je me suis dit, à cette fréquence, j'arriverai pas, donc autant lancer Tea Room et puis mettre mon énergie là-dedans, dans un projet qui est aussi plus personnel, qui donne un autre aspect en fait de ce combat. Puis maintenant, c'est toujours en cours. Il y a vraiment des moments où je suis extrêmement fatiguée et épuisée parce que c'est quand même un travail quotidien. Enfin, c'est un immense travail. Tu dis le militantisme en général? Oui, le militantisme. C'est une charge... surtout là, vu qu'on a fait un immense truc, quoi, le 14 juin, on se dit, on va rien lâcher. Et puis maintenant, il faut rebondir sur chaque chose du quotidien, en fait. Quand il y a, je sais pas, un événement politique ou bien une nouvelle dans les journaux ou, je sais pas, un article qui est mal écrit, en fait, on a l'impression qu'il faut rebondir sur tout pour pas qu'on oublie tout ce qu'on a fait en 2019. Et ça, c'est juste exténuant. En fait, je pense pas que la société a vraiment changé, tu vois, en un sens... Enfin, les violences, que ce soit même médiatique, hein, le traitement de n'importe quelle discrimination, je pense qu'il y a certains changements, tu vois, peut-être plus d'écriture inclusive, etc. Mais n'empêche qu'il y a encore beaucoup de choses qui ont besoin d'être modifiées et où c'est clair qu'avant, je pense qu'il y a beaucoup plus de légitimité à en parler, à ce que ces sujets deviennent publics, ce qui implique d'avoir des ressources, mais enfin, au bout d'un moment, c'est juste pas possible. Et en fait, comme ça a gagné en espace médiatique, je sais pas si on peut dire ça, j'ai aussi l'impression que c'est partout, en fait. C'est tout le temps, et avec les réseaux sociaux, etc., dès lors que tu t'intéresses au militantisme, ça s'insinue partout, en fait. Enfin, que tu t'intéresses au militantisme et juste que tu le vis, parce que c'est quand même des oppressions que tu vis, tu vois. Alors, certes, dans une certaine mesure. Enfin, moi, par exemple, il y a plein de choses que je ne vis pas, que ce soit du validisme ou du racisme ou autre, mais n'empêche que non seulement c'est ta vie, mais c'est ton taf aussi. Plus ou moins rémunéré, tu vois, plus ou moins bénévole, etc. Mais n'empêche que ça prend une chier de place, quoi. C'est ça, et je pense qu'il y a aussi un truc qui m'a tellement enragée, que tout ce travail mais presque de tous les collectifs de grève a été tellement invisibilisé. En fait, là je vais parler que de Fribourg parce que c'est la situation que je connais, mais donc moi je me suis engagée en janvier. Il y avait des femmes qui étaient là depuis une année et demie avant le 14 juin. Enfin voilà, on a fait un travail juste extraordinaire. Donc pour Fribourg, pour rassembler 12 000 personnes, alors que c'est un canton quand même. Enfin, c'est pas le canton de Vaud où là il y a quand même déjà des collectifs et militants depuis un bon bout de temps. C'est pas Genève non plus. Fribourg,
On avait peut-être 1, 2, 3 associations féministes à tout péter. Et là, on a fait un collectif à large échelle, un collectif féministe à large échelle qui a rassemblé en fait toutes ces associations, toutes ces personnes qui étaient intéressées, toutes ces femmes. Mais il n'y a pas à un seul moment où il y a un média qui s'est dit « Attends, mais en fait, c'est qui a organisé le 14 juin 2019 ? C'est qui a fait en sorte qu'il y ait 12 000 personnes qui se rassemblent à Fribourg ?» Donc d'abord, dans les médias, il y avait le débat sur le fait que c'était beaucoup trop excluant pour les hommes. Ensuite, il y a eu le gros débat, est-ce que les femmes de droite se retrouvent dans les collectifs ou pas, etc. Est-ce que c'est une grève de la gauche ? Donc il y a eu des milliards de débats. Personne ne s'est dit, tiens, il y a eu tous des concerts sur la place Piton à Fribourg. Il y a eu une programmation de malades, il y a eu 12 000 personnes. En fait, il n'y a pas juste eu de la lumière sur la place et les gens se sont dit, on va y aller. Et personne ne s'est intéressé au collectif. Et ça m'a enragée. Enfin, dans la préparation, je me suis dit, ok, mais ils comprennent pas. De toute façon, on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler cette grève. Mais dès qu'on a eu tout ce monde et qu'on en a parlé partout, je me suis dit, au moins le 15 juin, on va nous demander un peu d'expliquer comment on a fait ça. Non. Tu penses pas que plus que le collectif, c'est même juste s'intéresser aux revendications, en fait? Pas que à l'aspect festif, mais juste, j'ai l'impression que dès lors que tu milites, plus que parler du collectif, juste vous demander de parler pas seulement des aspects logistiques ou autres, mais juste de pourquoi vous faites ça, en fait. Ça, c'est sûr. C'est ça que je voulais dire aussi. C'est qui a organisé ça. Je pense qu'aucun média, déjà, n'a expliqué les revendications, enfin, à part peut-être le Courrier et le Temps, qui ont été très présents, en tout cas en Suisse romande. Sinon, c'était, dans toute la Suisse, il y a eu 500 000 personnes, ok. Ah, elle voulait quoi? On ne sait pas trop, mais il y avait plein de femmes dans la rue. Ah ouais, il y avait des clitos sur la rue. Ah ouais, ok. Et c'est ça qui a été retenu, quoi. Et toi, t'es là, non mais attends juste 2 secondes. Et c'est ça qui m'a enragée, et c'est aussi pour ça qu'est né le projet Tea Room. C'est parce que je prends comme exemple la seule invitée que j'ai eue jusqu'à maintenant, Odette Vetter. Oui, maintenant, il y a des femmes qui courent le Mort à Fribourg. Mais pourquoi? Et oui, elle a été la première femme à le faire, mais c'est qui a fait ça? C'est qui a fait cette réalisation et qui permet maintenant aux femmes de courir? Ah, tu dis dans le sens où tu as l'impression que d'avoir des incarnations, en quelque sorte, ça crée des nouvelles histoires pour savoir comment être dans le système et lui péter sa gueule. J'ai envie de connaître qui fait changer le système, ouais. J'ai envie de connaître qui sont ces personnes qui ont fait bouger les lignes. Et ce qui n'est pas forcément relayé maintenant. En fait, j'ai envie de faire le job que certains médias ne font pas. Et ce job qui n'a pas été fait pour la grève, c'est-à-dire s'intéresser aux personnes qui bossent. Mais comme tous les collectifs militants toujours, qui sont tous les collectifs invisibilisés, c'est clair. Les personnes queer et tout, ou même quand on parle de la Pride, tu vois. Tout à fait. Si on reprend sur un autre événement, en fait, même la Pride, tu vois. Enfin, moi, les émeutes de Stonewall, ou je sais pas, les personnes racisées, trans, qui ont été à la source de tout ça, j'ai appris qu'elles existaient il y a peut-être 2 ans, tu vois. C'est ça, c'est de donner la parole aux personnes qui sont à la source. Et je pense qu'il y a besoin d'autres médias, d'autres histoires, en fait, juste d'autres regards aussi. Mais ce qui vient à te poser ma question, oui, c'est la mienne, par rapport aux personnes que tu invites, en fait, sur Tea Room. Comment est-ce que tu choisis? Est-ce que tu veux forcément des personnes qui trouvent une manière de composer avec le système? Pas forcément, tu vois, mais comment est-ce que tu fais, en fait? Alors, j'y vais un peu à l'instinct pour Tea Room jusqu'à maintenant. Pour Odette Vetter, j'avais envie d'avoir une précurseuse en lien avec Fribourg pour le tout premier événement. Et comme tout le monde à Fribourg connaît la course du Mort à Fribourg, je me suis dit que c'était assez chouette. Et en plus, pour le premier Tea Room, j'avais envie d'une personne plus âgée.
Parce que dans les tea rooms, justement, il y a cette ambiance, on consomme du thé, il y a les petites pâtisseries, c'est pas juste une conférence où on est assises les unes les uns à côté des autres. Et pour les prochaines invitées, alors non, j'ai envie que ce soit le plus diversifié possible. Mais là, d'ailleurs, les personnes âgées, c'est pas forcément les personnes qu'on entend le plus aussi. Tout à fait. Et non, j'ai envie d'avoir déjà pas hétérolande, comme tu l'as nommé avant. J'ai envie d'avoir des personnes racisées, des personnes trans. J'ai envie de donner vraiment la parole aux personnes qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas. Vous verrez avec les prochaines éditions de Tiro. Oui, ou du moins qu'elles puissent l'apprendre. En tout cas, moi, je me réjouis de voir la suite des tea rooms. Mais je me demandais aussi, qu'est-ce que ça change pour toi dans ton quotidien, tout ça, tu vois, que ça ait pris cette place dans tes projets, en fait, et même dans ta vie. J'imagine que même au niveau perso, ça bouge. Alors, ça a bousculé beaucoup de choses. Enfin, j'ai vraiment maintenant les lunettes féministes, je dirais. J'analyse quand même tout par ce biais-là. Et j'essaye aussi de changer, moi, à mon échelle, ce que je peux. Donc déjà avec moi-même. Qu'est-ce que tu entends par avec toi-même ? Je pense que quand on commence à avoir ces lunettes-là, on commence une introspection infinie avec soi, de déconstruire tout ce qu'on nous a inculqué dans les moindres détails, quoi. C'est de se dire, ok, mon apparence, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou est-ce que c'est ce qu'on m'a inculqué ? Si je fais telle chose, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou Après, maintenant, j'ai la trentaine, donc j'ai aussi mes copines qui commencent à avoir des bébés, etc. Donc là... T'as les injonctions de hétérolande qui te viennent dessus. C'est hétérolande, c'est charge mentale, c'est qu'est-ce que je veux, c'est vraiment sans fin. J'ai l'impression qu'il me faut justement 10 ans de réflexion pour répondre à ces questions-là. Donc ça, c'est pour moi. Après, il y a aussi le rapport au corps, le rapport à la sexualité. Ça, c'est aussi des questions. Ensuite, dans mes relations professionnelles. Mais ça m'a beaucoup aidée, en fait. J'ai l'impression que je me suis quand même plus trouvée, que je sais un peu mieux ce que je veux, que j'assume ce que je veux. Il y a aussi des personnes que j'ai perdues, justement par mon engagement qui trouvait ça pas du tout bien, etc. Mais c'est pas grave, ça a fait le tri. Je dirais que c'est une grande introspection, que c'est quand même une grande charge mentale aussi, parce que quand on commence à militer, on veut aussi être une bonne militante, c'est-à-dire dans tout ce qu'on fait, on se dit ok, est-ce que je l'ai bien fait, ou est-ce que j'ai oublié personne, est-ce que j'ai été excluante, mince, j'ai dit ça, est-ce que c'est juste, Mais je pense que c'est justement bien de se poser ces questions, parce que bien sûr qu'on va toujours être excluant. Il y a toujours quelqu'un qui est plus dans la merde que soi, tu penses pas ? Alors bien sûr. Ou au final, le seul truc qu'on peut maîtriser, c'est essayer de faire au mieux. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qu'il faut se dire, c'est à ça que je voulais arriver, c'était que... Oh, pardon. Non, t'inquiète. Il y a une grande charge mentale en plus de se dire que tu veux tout faire bien, en étant consciente de ses propres privilèges, évidemment, ça, en gardant à l'esprit toujours ça. Et à la fin, il faut se dire, non, mais en fait, déjà, le fait que je me pose ces questions, c'est énorme. Et en fait, ça va continuer. Là, j'en suis... à tel stade de la réflexion, mais peut-être que dans un mois, j'aurais lu ou j'aurais vu certains trucs qui vont encore plus m'ouvrir l'esprit. Non, c'est clair, mais après, je pense que en fait, ça s'arrête jamais. Que même, ça va jamais s'arrêter. Parce qu'il y aura toujours un truc auquel t'auras pas pensé, une situation que tu vis pas, et puis où le seul truc que tu peux faire, j'ai l'impression, c'est écouter. Là, j'utilise un tu un peu universel, etc., alors que d'ailleurs, on sait bien qu'il n'y a pas d'universel, hein. Mais ouais, au final, à part écouter les autres et se dire que si pas tout le monde a les mêmes droits, et peu importe qui, ça veut juste dire qu'on n'est pas sur le point. On n'est pas au point. Et qu'il faut encore se battre. Mais c'est clair que ça demande une énergie folle. Et puis, je me pose parfois ces questions aussi de bien militer, tu vois, mais... Je crois que des fois, bien militer, c'est aussi savoir se la fermer et écouter. En un sens. Et puis je dis ça alors que je fais un podcast et que je suis en train de blablater, tu vois. Donc bon,
On n'est pas toujours au top de la cohérence, mais n'empêche que... Ouais, je sais pas si ça te parle. De se taire et d'écouter, c'est juste ça, en fait. C'est juste ça qui est tellement important. Enfin, juste parler quand il faut et se taire et écouter quand il faut aussi et laisser parler justement les personnes concernées. Et je pense que c'est ce que tu fais avec Décharge, c'est ce que j'essaye de faire avec Tea Room. C'est de laisser parler les concernés, quoi. Et ça, j'ai l'impression que ça va prendre un petit peu de temps. Il y a aussi justement les concernés qui ont leur propre cause, parce que évidemment que personne ne vit la même chose, personne ne vit les mêmes discriminations. Et maintenant, il faut s'écouter les unes, les uns, les autres. Et ça va prendre encore un petit moment. Mais c'est sur la bonne voie, je l'espère. Ouais, et puis en même temps, on ne grandit pas dans un monde qui nous dit ça, tu vois. De s'écouter. Que ce soit soi-même ou même autrui. Et maintenant, 1 an après, comment est-ce que tu considères la grève ? Ça représente quoi pour toi ? Parce que tu l'as dit plusieurs fois, on va rien lâcher. Ça, on est assez clair. Et toi qui as fait partie justement du collectif qui a organisé la grève, et maintenant, on fait quoi 1 année après ? Comme tu l'as si bien dit, on lâche rien, déjà. Les collectifs continuent à tourner. Et je pense que maintenant, il y a aussi une relève qui se prépare, après la grève 2019, en se disant, moi, j'ai ressenti aussi quelque chose ce jour-là, j'ai envie de m'engager, c'est important pour moi, j'ai vu ce que ça peut donner. Et en tout cas, à Fribourg, il y a eu beaucoup de nouvelles membres. Et là, je trouve que c'est beau aussi de voir ça, et même des femmes toutes jeunes. Et ouais, moi, ça m'émeut un peu parce que, comme je l'ai dit avant, j'ai la trentaine. Et je me dis, waouh, mais en fait, quand je vois ces filles de 18 ans qui sont déjà éveillées sur ces questions-là. Qui se rendent déjà compte que ce monde, il n'est pas fait... Mais c'est ça, mais je me dis, mais waouh, j'aurais tellement aimé avoir ces armes à cet âge-là, et je trouve tellement beau qu'elles les aient. Et 1 année après, il y a toujours ce grand réseau féministe, quoi. Il y a un grand réseau féministe national en Suisse qui est juste ouf. On se connaît un peu mieux les unes les autres. Ouais, ça fonctionne. On sait sur qui compter, dans quelle situation, on sait à qui faire appel. Ça, il ne faut pas non plus sous-estimer, je pense. Et puis, 1 année après, on le verra le 14 juin, il y a quand même des choses qui se préparent malgré notre ami le virus. Et je pense que, justement, il y a d'autres projets qui prennent forme. Il y a pas seulement le militantisme pur, mais il y a tout plein d'autres projets qui parlent de cette cause. Et ça, c'est génial. Non, et même juste de lutte sociale. Et même toi, tu l'as dit, dans ta vie même privée, ça change tes rapports aux autres, quels qu'ils soient, que ce soit dans des relations amoureuses, à tenter de fighter hétéroland malgré le couple et tout, que ce soit le travail. Enfin, en fait, c'est partout, mais ça veut dire aussi qu'on peut se battre partout. Oui, ça c'est sûr. Bon, alors du coup, on arrive gentiment à la fin. Et à la fin, je pose toujours la question des recommandations féministes. Alors, je sais pas, ou quelque chose qui te marque ces temps. Ça peut être une thématique, un livre, un compte Instagram. Ce qui te fait plaisir à partager, en fait. Alors, j'ai envie de partager quelque chose de personnel. Il y a quelques mois, j'ai découvert que j'étais une personne hypersensible. Et ça a aussi ouvert d'autres portes, en fait, où je fais des liens entre mon engagement, pourquoi je trouve qu'il y a beaucoup trop d'injustice, pourquoi ça me touche, en fait, à ce point-là. Et du coup, j'invite les personnes qui se sentent vraiment extrêmement touchées par ces thématiques, à aller voir ce que c'est l'hypersensibilité. En fait, je me demande aussi si toutes les personnes qui luttent aujourd'hui pour ce changement social-là, donc que ce soit féministes, mais aussi écologistes, je me demande si elles ne sont pas toutes hypersensibles, en fait.
Franchement, je sais pas. Je pense pour beaucoup, c'est même pas une question. Je pense que dès lors que tu t'intéresses aux luttes sociales, et que tu considères le problème comme quelque chose qui touche tout le système et aussi d'autres personnes qui rencontrent pas forcément ce que toi tu vis, c'est forcément que tu sais développer de l'empathie en fait. Et que ça peut clairement être lié à la sensibilité que tu expliques. Après, je sais pas sous quel terme ou même d'hypersensibilité, mais je pense que ça a sûrement un rôle à jouer, c'est clair. Non, c'est sûr, mais je trouve que c'est hyper important. En tout cas, moi, depuis que j'ai lu des choses sur l'hypersensibilité, c'est pas juste que voilà, t'es un peu plus sensible que les autres. Enfin, et tu vois, qu'on te dit des phrases genre «Oh, mais prends pas ça trop à cœur». Enfin, voilà, vraiment les phrases bateau qui te font pas du tout du bien. C'est d'aller au-delà et de voir en fait que pour moi, il faut en fait resensibiliser ce monde. Et j'ai l'impression que justement tous ces combats pour ces changements sociaux passent par la sensibilité. Et c'est un peu mon nouvel intérêt ces temps. Je lis beaucoup là-dessus et j'ai l'impression que ça englobe en fait tout ce qu'on veut, cette histoire de sensibilité. Mm-hmm. Tu dis où il faudrait qu'en fait tout le monde prenne en compte autrui dès lors qu'on agit en société. Alors, donc les personnes hypersensibles, ça va un peu au-delà de ça. C'est des personnes idéalistes qui vivent les émotions vraiment de manière beaucoup plus forte que la moyenne et qui sont vraiment hyper touchées par les sentiments d'injustice, par exemple. Pour moi, ces personnes-là, en fait, sont la normalité, entre guillemets. C'est des choses que tu vis dans tes tripes. C'est aussi des personnes plus ou moins introverties, qui ont besoin en fait vraiment de digérer les émotions. Enfin, il y a aussi vraiment tout un monde émotionnel, je dirais. Je sais plus où je voulais en venir avec ça, mais c'est juste que pour moi, tout ce monde émotionnel, tout ce monde sensible, c'est la réponse en fait aux changements sociaux aujourd'hui. Donc, le fait de devenir beaucoup plus empathique, le fait d'écouter les autres, c'est des qualités qui doivent être rééduquées en fait. Et il y a beaucoup de gens, justement, dans mon entourage qui ne se retrouvent pas dans le monde d'aujourd'hui parce que c'est des personnes hypersensibles et que le monde n'est pas fait pour ce genre de personnes. Puis c'est pas un monde fait pour ressentir des émotions. Voilà. Il faut d'abord produire. C'est ça. Ma parole. Ou juste sous-traiter des choses et qu'il y ait des gens qui ramassent derrière. Non mais ouais, je vois où tu veux en venir. C'est plus le rendement des gens, mais c'est se reconnecter en fait à ça, sans vouloir être dans les trucs chamaniques. Enfin, tu vois, enfin c'est voilà. En fait, j'invite les gens à s'informer sur l'hypersensibilité parce que je trouve que c'est vraiment beau. Puis ça peut être un outil aussi là, comme tu le présentes même pour soi. Enfin, un outil. On dirait comme si c'était une machine à réparer, tu vois, mais juste, je pense que en se connaissant, peut-être qu'on peut être plus cool avec les autres. C'est ça. Je me dis. Ok. Moi, je vais partager un article que j'ai lu aujourd'hui. Ça s'appelait La violence des gentils. C'était sur un blog. Je n'ai plus aucune idée du blog, donc ça sera en description. J'ai toujours rêvé de dire ça. C'est un blog qui explique comment vouloir être modéré, c'est pas une super idée dans les combats, parce que ça amène à être complice, en fait, de pas dire son avis clairement et de manière directe, en fait, d'y préférer des voix un peu sous-jacentes, comme en fait ça peut potentiellement invalider des discours ou des luttes. Et en tout cas, moi, dans mon engagement féministe, ça fait assez écho parce que j'ai longtemps eu très peur de pas être aimée, si j'étais trop radicale, si j'étais trop ci, si j'étais trop ça. Bref, de toute façon, ça allait toujours être trop. Et comme ces temps, j'ai très été en colère parce que période très propice à une chier d'inégalités, ce qui est déjà le cas d'habitude. Du coup, ça me rappelle qu'il ne faut pas que j'aie peur du conflit et que c'est le moment de sortir les armes et de continuer ce travail entamé avec la grève et déjà bien avant et déjà avec les précurseureuses et tout ça. Donc voilà, j'invite à arrêter d'être gentil
avec ce superbe article qui se retrouvera en barre d'infos. Enfin voilà, merci beaucoup encore pour cet entretien. Je suis super contente qu'on ait pu prendre ce temps. Merci pour l'invitation. Et puis on se réjouit de voir d'autres éditions de Tea Room une fois qu'on pourra se réunir pour le fight, la bagarre et le thé. Oui. Et des pâtisseries. On va finir sur Mais ça. surtout du fight. Merci encore Vanessa. Merci à toi, Sarah. Merci à Vanessa pour la confiance et à toi pour l'écoute. J'espère que cet épisode t'aura plu. Et si tu veux soutenir mon travail, comme d'habitude, tu peux commenter, partager, t'abonner, suivre ce podcast sur ton appli préférée. Spotify, Apple Podcast et même sur YouTube. Tu peux retrouver Décharge partout et sur les réseaux sociaux également. Décharge-doc sur Instagram. Si tu veux connaître certains coulisses, c'est là-bas qu'il faut aller. Merci à Décadré pour la collaboration à la diffusion. Et puis nous, on se retrouve tout tantôt pour un prochain épisode. À bientôt!